Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un monde fascinant, celui de l'horlogerie suisse. C'est un mélange assez unique d'histoire, de tradition séculaire et de recherche quasi obsessionnelle de la précision. Oui, un univers d'une richesse et d'une complexité incroyable. Et pour bien comprendre où en est l'horlogerie suisse aujourd'hui, il faut effectivement remonter loin en arrière, bien avant l'image un peu cliché qu'on en a parfois. Notre objectif, c'est donc de décrypter cet héritage, voir comment il a évolué, traverser les crises, jusqu'aux défis actuels. On va s'appuyer pour ça sur différentes sources, historiques, économiques. Alors, commençons par le tout début. Le point de départ est assez surprenant d'après ce que j'ai lu. Tout à fait. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les origines directes, selon plusieurs sources concordantes, sont liées à un événement majeur du XVIe siècle, la Réforme protestante, et plus précisément à l'influence de Jean Calvin à Genève à partir des années 1530. Ah oui, Calvin. On associe souvent son nom à une certaine austérité, une rigueur morale très forte. Il avait interdit le port de signes extérieurs de richesse, c'est ça. Les bijoux, jugés trop ostentatoires. Mais alors, le lien avec les montres, franchement, ça saute pas aux yeux immédiatement. Non, c'est vrai. C'est une conséquence indirecte, mais elle est absolument déterminante. Cette interdiction, elle a mis en très grande difficulté énormément d'artisans à Genève. Tous ceux qui travaillaient dans les métiers d'art, les orfèvres, les joailliers, les émailleurs, leur marché principal s'est effondré quasiment du jour au lendemain à cause de ces nouvelles règles morales. D'accord. Ils ont donc dû se réinventer, trouver une autre façon d'utiliser leurs compétences. Précisément. Et ces artisans, ils avaient un savoir-faire exceptionnel. Ils maîtrisaient la miniaturisation, le travail très précis des métaux, la finesse du geste. Ils ont donc réorienté ces talents vers la fabrication d'un objet qui, lui, n'était pas mal vu. Au contraire, il était considéré comme utile, presque scientifique à l'époque, l'instrument de mesure du temps, la montre. C'est fascinant, comme une contrainte, ici morale et économique, peut devenir un catalyseur. Ça les a poussés vers la complexité mécanique en quelque sorte. C'est exactement ça. Genève est devenue, grâce à cette reconversion forcée, le tout premier grand pôle horloger. Non seulement sur le plan technique, mais aussi en définissant déjà un certain style, une esthétique de la belle montre. Ils ont vraiment posé les fondations de cette réputation de qualité, de précision qui allait faire le tour du monde. Et ça ne s'est pas arrêté à Genève. Les documents montrent bien que ça s'est étendu, surtout au XVIIIe et XIXe siècle, dans l'arc jurassien. On pense à Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle, et bien sûr, la fameuse vallée de Joux. Là, on touche à un point clé, je crois. Qu'est-ce qui explique que ces régions-là, et la vallée de Joux en particulier, sont devenues le berceau des grandes complications, comme on dit souvent? Alors, il y a plusieurs facteurs. D'abord, l'isolement géographique a joué un rôle, surtout dans le Jura. Les hivers sont longs, rigoureux, ça limitait le travail à l'extérieur, le travail agricole, et ça a favorisé le développement d'activités d'intérieur. Des activités qui demandent de la patience, de la minutie. Une sorte de spécialisation un peu forcée par le climat et la géographie? En partie, oui, mais surtout ça a permis l'émergence d'une organisation du travail très particulière qu'on appelle l'établissage. C'était un système de production décentralisé extrêmement malin pour l'époque. En gros, des familles paysannes ou des petits ateliers dispersés dans les villages se spécialisaient dans la fabrication d'un tout petit nombre de composants. Un type de rouage, un ressort, une vis. Chacun son truc, mais vraiment poussé à l'extrême. Voilà, c'est l'idée. Et ensuite, un établisseur, qui était souvent basé dans un bourg un peu plus grand, collectait toutes ces différentes pièces auprès de ses fournisseurs spécialisés et il s'occupait de l'assemblage final de la montre. C'était une sorte de chaîne de valeur éclatée, mais très efficace pour optimiser les savoir-faire locaux. On imagine la discipline que ça demandait. Et cette culture du détail, née de l'établissage, est-ce qu'on la sent encore aujourd'hui malgré l'industrialisation massive depuis? Ah oui, absolument. Ce système a laissé une empreinte très profonde sur la culture horlogère suisse. Ça a forgé une éthique du travail basée sur la patience, la rigueur absolue, la précision du geste. La qualité de la montre finale dépendait de la perfection de chaque petite pièce, même la plus modeste. C'est vraiment de là que vient cette fameuse culture du détail, cette obsession de l'excellence. Parfois, ça va jusqu'à décorer, polir des pièces qui seront totalement invisibles une fois la montre assemblée. C'est une recherche de beauté fonctionnelle, de perfection intrinsèque. C'est une approche très artisanale dans l'esprit, mais elle a dû se confronter aux grands changements du 19e siècle, avec l'industrialisation.
Comment ça s'est passé, cette transition? Ça s'est fait progressivement avec l'apparition des premières manufactures. Ces entreprises ont commencé à regrouper sous un même toit la plupart, voire toutes les étapes de fabrication, de la conception des composants à l'assemblage final. Évidemment, ça permettait plus de standardisation, d'augmenter les volumes, d'avoir une vision plus globale du processus. J'imagine qu'il y a eu une certaine tension, non, entre cette nouvelle logique industrielle et la tradition de l'établissage, plus dispersée. Oui, une tension qui a d'ailleurs coexisté pendant assez longtemps. Mais cette confrontation entre l'artisanat et l'industrie, elle a atteint son point culminant bien plus tard, lors d'une crise terrible qui a failli balayer toute l'industrie suisse, la crise du quartz. Ah, les années 70. Toutes les sources en parlent comme d'un véritable traumatisme. Le mot séisme est souvent utilisé et il n'est pas trop fort. L'arrivée massive sur le marché des montres à quartz, principalement du Japon mais aussi des États-Unis, ça a été un choc technologique et économique absolument redoutable. Pensez-y, ces montres étaient beaucoup plus précises que les montres mécaniques de l'époque, bien moins chères à produire et elles ne nécessitaient quasiment aucun entretien. L'impact sur l'emploi, sur le tissu industriel, a dû être terrible. Les chiffres sont assez parlants, non? Oui, les données sont éloquentes. On estime qu'au début des années 70, l'industrie horlogère suisse employait environ 90 000 personnes. Au milieu des années 80, ce chiffre était tombé à moins de 30 000. C'est une perte nette d'à peu près 60 000 emplois en à peine plus de 10 ans. Plus de la moitié des entreprises horlogères ont disparu ou ont dû fusionner pour survivre. C'était un vrai cataclysme industriel et social. C'est énorme. Comment l'industrie a-t-elle pu ne serait-ce que survivre à ça? Et même on parle souvent d'une renaissance après coup. Cette renaissance, elle est le fruit d'une combinaison de facteurs. D'abord, des restructurations très profondes. Et puis, des stratégies vraiment audacieuses. Il faut bien sûr mentionner le rôle central de personnalités comme Nicolas Hayek. Il a orchestré la fusion de deux grands groupes horlogers qui étaient au bord du gouffre pour créer ce qui allait devenir le Swatch Group. Et ensuite, il y a eu ce coup de génie à la fois marketing et industriel. Le lancement de la Swatch en 1983. La fameuse montre en plastique, très colorée, abordable. Ça semble pourtant à l'exact opposé de l'image traditionnelle de la haute horlogerie suisse, non? Justement ça l'idée. C'était une stratégie pensée sur deux niveaux. D'un côté, avec la Swatch, il s'agissait de reconquérir le marché de masse, l'entrée et le milieu de gamme, proposer un produit fun, à la mode, accessible, mais qui portait quand même le label Swiss Made, ce qui rassurait sur une certaine qualité. Et de l'autre côté, et ça c'est absolument crucial, il y a eu un repositionnement stratégique de la montre mécanique traditionnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle n'était plus vendue principalement comme un simple outil pour lire l'heure. Le quartz faisait ça mieux et pour moins cher. Non, la montre mécanique est devenue autre chose. Un objet de luxe, un symbole de statut, d'artisanat d'exception, un témoin d'un héritage culturel. C'est une transformation assez radicale de la proposition de valeur, en fait. Tout à fait. L'industrie a misé sur tout ce que le quartz ne pouvait pas offrir. L'histoire séculaire, la fascination pour la complexité mécanique, la beauté du travail manuel de l'artisan, l'émotion liée à un objet qui a une âme, une tradition. Le label Swiss Made est devenu encore plus fort, un symbole de qualité, d'exclusivité, mais aussi de ce savoir-faire ancestral, transmis et préservé. La montre mécanique est redevenue un objet de désir, une sorte d'œuvre d'art qu'on porte au poignet, parfois même un investissement. Au-delà de ce repositionnement marketing très réussi, est-ce que la crise a eu d'autres effets, peut-être plus internes, sur la façon de produire les montres, même les plus luxueuses? Oui. Et c'est un point fondamental, souvent moins visible du grand public. Si on prend un peu de recul, on voit que la crise a en fait forcé une modernisation en profondeur des processus industriels, y compris dans le très haut de gamme. Pour pouvoir justifier les prix élevés et regagner la confiance des clients, il ne suffisait plus d'avoir un produit magnifique. Il fallait aussi une excellence opérationnelle irréprochable derrière. Et concrètement, ça s'est traduit comment, cette modernisation? Par l'adoption de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de travail. Par exemple, la conception assistée par ordinateur, la CAO, s'est généralisée. Ça permet de modéliser les composants avec une précision incroyable avant même de les fabriquer. L'arrivée des machines à commande numérique, les fameuses CNC, a permis d'usiner des pièces très complexes avec une régularité, une précision qu'il était difficile d'atteindre de façon répétée à la main. Et puis, il y a eu aussi une grosse optimisation de la logistique, des flux de production, des contrôles qualité beaucoup plus systématiques, plus rigoureux. C'est en quelque sorte l'industrialisation de la très haute précision.
On arrive donc à la situation d'aujourd'hui avec cet équilibre qui semble, oui, assez délicat à trouver. Comment on fait cohabiter l'âme de l'artisanat, ce geste manuel qui fait toute la valeur, l'unicité de ces montres, avec les impératifs d'efficacité, de rentabilité et les outils de l'industrie moderne? C'est exactement ça l'enjeu central de ce qu'on appelle aujourd'hui l'excellence opérationnelle dans ce secteur. Il s'agit d'appliquer des méthodes de gestion modernes, des méthodes d'optimisation, mais en les adaptant très intelligemment à la culture et aux spécificités de l'horlogerie. Les sources qu'on a consultées mentionnent l'application de principes comme le lean manufacturing. Ça peut paraître un peu paradoxal, non? Dans un univers qui valorise le temps long, le geste patient de l'artisan. Oui, ça peut surprendre. Le Lean, cette philosophie qui vient de Toyota, ça vise à éliminer les gaspillages. C'est-à-dire tout ce qui n'apporte pas directement de valeur ajoutée au produit final, du point de vue du client. Mais attention, appliqué à l'horlogerie, il ne s'agit surtout pas de vouloir standardiser le travail de l'artisan horloger ou de lui imposer une cadence pénible. Ce serait contre-productif et ça détruirait la valeur. Quelle est l'approche alors, si ce n'est pas sur le geste de l'artisan lui-même? L'idée, c'est de rationaliser tout ce qui se passe autour de l'artisan. On cherche à éliminer les temps d'attente inutiles, par exemple. Attendre une pièce qui n'arrive pas. On veut réduire les déplacements superflus, aller chercher un outil loin ou une information qui manque. On optimise les stocks de composants pour ne pas immobiliser de l'argent pour rien. On simplifie les processus administratifs. L'objectif final, c'est de créer un environnement de travail qui soit le plus fluide, le plus serein possible pour l'horloger. Donc si je comprends bien, l'excellence opérationnelle, quand elle est bien pensée, bien appliquée dans ce contexte, elle ne s'oppose pas à l'artisanat. Au contraire, elle le soutient, elle le met en valeur. Exactement, c'est tout l'enjeu. En libérant l'artisan de toutes ces tâches sans valeur ajoutée directe, de toutes ces interruptions, de ces petites frustrations liées à une mauvaise organisation, eh bien on lui permet de se concentrer à 100% sur son cœur de métier. L'assemblage délicat, le réglage fin, la décoration manuelle. C'est là que sa compétence unique crée la véritable valeur de la montre. Il s'agit vraiment d'optimiser la périphérie pour pouvoir magnifier le centre. C'est une recherche permanente d'équilibre entre la performance industrielle nécessaire et la préservation de cette âme artisanale si précieuse. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ce parcours, on est parti des contraintes un peu paradoxales de Kelvin qui ont, sans le vouloir, semé les graines de cette industrie. On a vu l'ingéniosité de l'établissage dans le Jura, l'émergence des manufactures, le choc terrible de la crise du quartz, et puis cette renaissance assez spectaculaire autour du Swissmed et cette quête actuelle d'équilibre dont on vient de parler. Ce qui frappe le plus, finalement, c'est une capacité assez incroyable de résilience, de réinvention constante. Oui, c'est bien plus qu'une simple histoire technique ou commerciale. C'est une vraie leçon sur la capacité d'adaptation, sur la façon de transformer des contraintes, même très dures, en opportunités. Que ce soit la rigueur morale imposée par Calvin, l'isolement géographique et climatique du Jura ou la concurrence technologique frontale du quartz, chaque grand défi a poussé l'industrie non pas à disparaître, mais à se redéfinir, à affiner son savoir-faire, à renforcer ce qui faisait son identité unique. Cette capacité d'adaptation est vraiment remarquable. Mais elle nous amène à une question, je pense, assez fondamentale pour l'avenir. Une question qui prolonge directement notre discussion sur cet équilibre délicat entre tradition et modernité. Oui, en effet. Une industrie qui s'est construite sur des siècles de patience, sur la transmission de gestes d'une minutie incroyable, sur une culture du temps long et de la perfection manuelle. Comment est-ce qu'elle peut continuer à évoluer, à naviguer dans un monde qui, lui, s'accélère de plus en plus, avec des outils comme l'intelligence artificielle qui pourraient demain s'immiscer dans la conception, peut-être la fabrication ou le contrôle qualité? Voilà, c'est ça le défi. Comment intégrer ces nouvelles vagues d'innovation, d'optimisation, sans risquer de standardiser ce qui fait justement l'unicité, l'âme de l'horlogerie suisse? Comment on préserve cette part d'humanité, cet artisanat d'exception qui justifie sa place si particulière dans le paysage industriel mondial? C'est une question qui reste ouverte et qui invite sans doute à la réflexion sur l'avenir de cet héritage vraiment exceptionnel.